Bonjour, j'étais en vacances en Islande et en Europe ces dernières semaines et je profite de mon retour à La Réunion pour vous proposer un point de situation sur ce qui se passe au niveau des marchés et de l'économie en ce moment. Alors, on va commencer par le moyen long terme. Donc clairement sur le moyen long terme, la situation se dégrade progressivement, hein, au niveau des États-Unis et de l'Europe. Il y a des tensions qui sont croissantes sur les consommateurs associées à la hausse des taux. Donc vous voyez ici l'effet qu'on peut constater sur l'immobilier qui est évidemment énorme, hein, sur les ventes de logements neufs ou anciens aux États-Unis. Ici on a le graphique des ventes de logements anciens. Donc on est au plus bas depuis à peu près une décennie. Et on a exactement la même situation sur l'indicateur des prêts hypothécaires. Alors ici, c'est le site Calculated Risk qui nous montre qu'on est au plus bas depuis plus de 25 ans, alors qu'à l'époque, on avait une population aux États-Unis qui était nettement inférieure à celle d'aujourd'hui. Donc on a vraiment une situation extrêmement dégradée sur l'immobilier. Au niveau de la courbe des taux, donc vous avez mon indicateur phare qui est la courbe des taux 10 ans moins 2 ans. On a eu le signal d'alerte de récession éloigné à partir de l'été 2022. Et cette courbe des taux, en fait, elle donne un signal de récession à brève échéance une fois qu'elle repasse la barre du zéro, c'est-à-dire que l'inversion cesse. Et on se dirige vers cette situation assez rapidement. Vous voyez qu'on était en juillet aux alentours d'une centaine de points de base d'inversion. Il nous en reste une trentaine aujourd'hui au 10 octobre. À ce rythme-là, on pourrait recouper la barre du zéro avant la fin de l'année, peut-être fin novembre, début décembre. Enfin, on verra. C'est encore un peu difficile pour le dire, mais en tout cas, on se dirige visiblement vers une situation de fin d'inversion et d'alerte récession à brève échéance. Du côté des consommateurs, alors on a des études de la Fed, notamment Fed de San Francisco par exemple, qui indiquent que l'excès d'épargne des ménages américains est en passe d'être épuisé. Il est probablement déjà épuisé pour la grande majorité des classes de revenus américaines. Il y a juste que les classes les plus riches qui ont encore en réserve un excès d'épargne accumulé pendant le Covid. Mais ce qui fait le gros de la consommation aux États-Unis sont quand même c'est toujours les classes moyennes ou les classes les moins aisées. Les classes les plus riches forment qu'une petite fraction de la consommation et consomment proportionnellement à leurs revenus moins que les autres. Donc voilà ce qu'on peut dire. Vous voyez ici donc au niveau des taux de défaut sur carte de crédit, ça reste encore bas mais ça commence à monter, hein. Là ce sont des données du second trimestre 2023. Alors, ça n'a pas l'air bien impressionnant comme courbe quand on voit ça, mais ce qui est frappant par contre, c'est la vitesse à laquelle le taux de défaut augmente. Si on regarde ça en variation par rapport à l'année précédente, vous allez tout de suite voir qu'on a quand même un rythme de variation élevé. Donc il y a de premières tensions qui se produisent sur les cartes de crédit, c'est tout à fait normal avec la hausse des taux qu'on a. Et on a des signes de baisse de dépenses de consommateurs américains sur les cartes de crédit, sur des indicateurs récents. Ici, on a des publications qui indiquent qu'au mois de septembre, les consommateurs commencent vraiment à couper leurs dépenses aux États-Unis. Pour autant, à court terme, on n'a pas encore de signaux de récession qui arrivent aux États-Unis, hein. Les indicateurs l'ISM non manufacturier était à 53. On a même un redressement de l'ISM manufacturier depuis quelques mois aux États-Unis. Il n'y a toujours pas de gros signaux de tension sur le marché de l'emploi. Donc sur le court terme, il n'y a pas encore de signaux d'alarme immédiats d'entrée en récession. C'est logique, hein, la courbe des taux 10 ans moins 2 ans n'a pas encore recoupé cette barre du zéro, donc on a encore un relatif dynamisme de l'économie américaine pour l'instant. Sur les marchés maintenant, donc on a une petite correction sur ce mois de septembre, mais la question que vous posez sans doute est de savoir est-ce que ce sont les premiers craquements qui vont conduire au marché baissier, à la récession de 2024. Moi j'ai aucun doute, ou presque aucun doute, je ne peux pas évidemment en être certain, mais j'ai
très peu de doutes sur l'issue des prochains trimestres. Je ne crois absolument pas à un scénario de soft landing. Je ne vois pas comment les ménages américains et européens pourraient échapper à une récession et même à une récession dure dans un contexte où les taux ont autant augmenté et où on a une fin progressive de l'abondance d'épargne qui avait été accumulée pendant le Covid. Il y a vraiment, je vois pas de facteur de soutien à l'économie dans les trimestres qui viennent dans le contexte actuel. Donc pour moi, il y aura une récession dure. Il y aura un marché baissier marqué, ça fait pas de doute. Maintenant, dans l'immédiat, j'y crois beaucoup moins. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on a eu tous les indicateurs de sentiment aujourd'hui. On va parler ils étaient la semaine dernière en tout cas en situation d'excès de pessimisme. Vous avez ici le PCR 5 jours, vous voyez, en léger excès de pessimisme. Le VIX aussi début octobre a signé, ici il a touché sa Bollinger supérieure, donc il signe aussi un excès de pessimisme. Le Nova Ursa Ratio également a signé un excès de pessimisme au début du mois d'octobre. Et d'autres indicateurs de sentiment à court terme, ici c'est un indicateur que j'ai composé sur StockChart à partir des fonds Ridex, il signale aussi une situation d'excès de pessimisme. Donc ils étaient tous en accord sur l'excès de pessimisme il y a quelques séances. Et logiquement, quand on a une situation comme ça, on doit avoir un rebond. L'autre chose qu'on peut observer, ici vous voyez l'allure du graphique du Nasdaq 100 américain. Pour l'instant, ce que je vois depuis l'été 2023, c'est juste une petite correction en zigzag, en ABC, qui n'a pas l'air bien violente, ça cadre mal pour moi avec un scénario de départ en grand marché baissier immédiat. J'ai l'impression qu'on a fait un zigzag baissier en ABC. On a eu l'excès de pessimisme qui s'est bien constitué à cet endroit-là au début du mois d'octobre et on pourrait tout à fait, dans les semaines qui viennent, lancer une dernière vague de hausse qui pourrait même excéder les plus hauts atteints pendant l'été 2023. Ici, donc qui pourrait même nous conduire presque jusqu'à la fin de l'année sur les indices américains, histoire de dégoûter complètement les derniers baissiers qui résistent encore sur le marché. Et ensuite, à partir de la toute fin d'année 2023 ou début d'année 2024, on aurait le signal d'alarme majeur de récession à brève échéance qui se produirait et l'entrée effective en récession des économies américaines, européennes et le début effectif du marché baissier. Bon, ça c'est vraiment le scénario que je privilégie, mais comme je vous dis, ne vous jetez pas sur les positions baissières dès maintenant. C'est, à mon avis, c'est prématuré de le faire. On n'a pas vraiment de signaux de retournement majeur des marchés en ce moment. Il y a un autre indicateur qui doit vous faire réfléchir, c'est la situation du Bitcoin. On n'a pas eu, en tout cas sur les dernières semaines et depuis le mois d'août, de signaux d'effondrement du Bitcoin ou de fort retournement à la baisse du Bitcoin. Vous voyez qu'on est en range horizontale sur le Bitcoin et cet actif est vraiment un témoin important d'appétit des investisseurs pour les titres les plus spéculatifs comme le sont des valeurs comme Tesla ou Amazon. Et en ce moment, vous pouvez regarder Tesla, Facebook, Amazon ou le Bitcoin, des actifs à très haut risque, actifs très spéculatifs, ils n'ont pas craqué sur les dernières semaines, ils ne manifestent pas de vrais signaux de retournement. Je suis persuadé que dès qu'on va approcher le vrai marché baissier, vous allez voir le Bitcoin se prendre une raclée rapidement et ensuite vraiment avoir un gros retournement à la baisse comme il l'a fait ici en 2022 par exemple. On a quand même pas mal perdu de valeur sur cet actif. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc bien faire la distinction entre le court terme qui peut être haussier jusqu'en fin d'année et l'arrivée prochaine, donc à plus long terme d'un marché baissier significatif sur 2024. Alors je vais finir ce point par quelques conseils avancés de ce qu'il faudrait faire, de comment aborder cette récession, ce marché baissier potentiel de 2024.
Déjà, préparez progressivement vos portefeuilles, essayez d'avoir une part de liquidité, de constituer une part de liquidité suffisante d'ici la fin de l'année 2023, ça peut être un tiers, et placez ces liquidités en dollars US, en SICAV monétaire USD. L'avantage d'avoir des SICAV monétaires libellés en dollars US, c'est que vous aurez un rendement supérieur à 5%, ce qui est quand même appréciable dans le contexte actuel, et que en plus, vous pourrez avoir un potentiel d'appréciation si le dollar continue de monter face à l'euro. Et en général, quand on est en situation de récession, on a presque toujours un dollar fort face à l'euro parce que c'est la monnaie de règlement des dettes et du coup elle profite mécaniquement des situations de récession. Ça n'est pas, je le répète, ça n'est pas un conseil de long terme. Je vous dis certainement pas de garder des dollars US pendant 5 ans ou 10 ans, mais pour les trimestres qui viennent, ça peut être un placement intéressant. Ensuite, faites, comme on n'est pas parfaitement, on ne peut jamais être sûr du timing parfait du marché baissier, de son moment de déclenchement, de son moment de fin, vous pouvez faire du dollar cost average sur les valeurs de grande qualité de fonds de portefeuille dans lesquels vous croyez sur le long terme. Il y en a une à laquelle je pense par exemple qui est la société IDI, qui est on va dire la valeur de référence du secteur private equity en France. Alors IDI, c'est une excellente valeur qui sur le long terme vous rapporte du 15% par an en moyenne. Ça ne veut pas dire que tous les ans vous allez gagner 15%. Avec IDI, il y a des années où vous allez faire plus 50% et d'autres années où vous allez faire moins 30 ou moins 40%. Le private equity, il a quand même un problème, c'est c'est une activité qui est très sensible à la fois à la hausse des taux et au contexte de récession. Donc il est très possible que IDI perde de la valeur pendant l'année 2024. Mais je suis persuadé aussi qu'à échéance de 5-10 ans, vos actions IDI vous rapporteront beaucoup si vous faites ce que je vous dis là, d'investir en dollar cost average dessus, de vous constituer progressivement une ligne d'action IDI sur une durée par exemple de 18 mois, ou 18-24 mois, qui va couvrir le prochain creux de marché, qui vous permettra progressivement d'investir à bon compte sur ce genre de valeur. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres que je propose dans le cadre de mes lettres de conseil sur Esprit Argent. Après, ayez une part d'action sur les pays émergents et le secteur énergie matières premières. C'est la grosse différence par rapport à 2008. En 2008, il fallait être 100% liquide avec des positions baissières. Là, on a quand même des choses qui ne se produisent pas du tout comme en 2008. Alors, je vais vous montrer un petit graphique tout de suite sur cette situation. Avec ici, donc vous avez le ratio entre l'indice des pays émergents et le SP500 américain. Vous voyez qu'en 2008, on était, en termes de cycle, on était vraiment haut sur ce ratio, et à l'époque on avait tous les marchés qui étaient chers, donc le SP500, les marchés émergents, le pétrole, etc. Donc tout a baissé en bloc logiquement. Aujourd'hui ça n'est pas le cas, les marchés émergents sont à des niveaux de valorisation historiquement bas, le secteur du pétrole, gaz, énergie reste aussi à des niveaux de valorisation tout à fait bas, notamment sur certaines juniors pétrolières qui ne sont pas cotées aux États-Unis, notamment le marché anglais par exemple, il y en a quelques-unes en France aussi. Donc là, il y a des opportunités, on peut investir dès maintenant sans trop de problèmes parce que ce sont des valeurs qui vont être protégées soit par un bon rendement, soit par de la décote significative sur actifs net liquides. Donc on peut avoir dès maintenant ces valeurs en portefeuille. Donc ça, c'est une première stratégie sur les actions. On n'aura pas besoin de tout vendre avant 2024. Ensuite, si vous devez garder des lignes d'action, j'en garderai bien entendu à mon niveau, il faudra être vraiment sans concession sur les ratios et les caractéristiques des valeurs, les caractéristiques défensives des valeurs que vous choisirez. Vous devez avoir des valeurs non endettées ou très peu endettées, riches en cash, ou alors à haut dividende, et si possible les deux à la fois. Donc idéalement décote sur NCAV, ça veut dire décote sur actif net liquide. Je rappelle ce que c'est la NCAV, c'est le cash, les créances, les stocks moins le total des dettes de la société, un rendement de surdividende de plus de 7%,
avec donc pour les valeurs dividendes, si possible peu d'endettement, et des ratios de flux qui vont être indiscutablement décotés. Il faudrait être encore plus strict que d'habitude. Je vous donne ici quelques seuils, un PER inférieur à 7, valeur d'entreprise sur EBITDA en dessous de 5 à 6 et valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires en dessous de 0,5. Bon, ces ratios sont adaptés au cas par cas. Si vous avez par exemple une valeur pétrolière, bon, on acceptera un ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires supérieur à 0,5 parce que ce sont des valeurs qui font des très grosses marges en général. Donc on peut avoir parfaitement sur des valeurs pétrolières des ratios de 1, mais à ce moment-là on voudra un PER tout à fait bas. On sera strict sur les deux autres ratios. Et après il restera les positions baissières classiques qu'on pourra utiliser à la fois sur le CAC qui est ultra surévalué avec les valeurs du luxe qui sont à des niveaux qui restent encore à des niveaux de cotation délirants, ou sur les technos américaines où là aussi il y a une grosse surévaluation et elle devrait bien corriger sur l'année 2024. Donc on verra le moment venu comment prendre des positions baissières. Pour l'instant on est en excès de pessimisme, je vous le répète, c'est trop tôt pour le faire, mais il y aura certainement des opportunités aussi à ce niveau-là en 2024. Voilà pour ce petit point de situation. Vous trouverez comme d'habitude en dessous de cette vidéo les liens vers les différentes lettres et supports de conseils que je vous propose sur Esprit Argent.